Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette émission. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir un jeune Congolais sans cesse démonstratif de son attachement pour son pays, le Congo, et au-delà, l'Afrique. Il est fier d'appartenir à cette terre pétrie de valeurs perceptibles à travers ses dignes filles et fils, femmes et hommes de grande expérience, de véritables porte-étendards de cette Afrique qui repose tous ses espoirs sur sa progéniture pour perpétuer son identité et sa grandeur. Pour ce faire, ce Congolais originaire de la Bwenza a jeté son dévolu sur le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour ainsi appuyer ses certitudes et poser les bases de sa démarche. Mesdames et messieurs, notre invité est Monsieur Chris Risne Simba Mondoudi. Il est auteur et manager KIHSE. Bienvenue à vous, Monsieur Simba, sur ce plateau de Télé Congo. Merci, Madame. Vous êtes manager KIHSE, à savoir qualité, hygiène, sécurité, environnement. Qu'est-ce que c'est exactement et en quoi consiste votre rôle? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je répondrai à cette question en deux volets, parce que dans le QHSE, donc le management qualité, hygiène, sécurité, environnement, il y a en réalité deux métiers. Il y a d'abord le management de la qualité, qui a été inventé, sinon magnifié, à partir des années 1900 au Japon. C'est un certain nombre d'outils qui permettent aux entreprises d'atteindre les performances, sinon les objectifs fixés. Vous voyez une entreprise, par exemple, qui doit faire du commerce, qui doit faire du profit, eh bien le management de la qualité arrive pour mettre en place un certain nombre d'outils, donner aux pilotes processus un certain nombre de matériaux pour que ces derniers atteignent d'abord leurs objectifs personnels, mais qui, in fine, dans la collectivité, feront les performances de toute l'entreprise. Donc voilà en ce qui concerne le management de la qualité. Maintenant, pour le management hygiène, sécurité, environnement, eh bien, c'est simplement une science qui a été inventée pour garantir la sécurité des travailleurs, c'est-à-dire du personnel, la sûreté des installations, et le respect de l'environnement. Nous parlons aujourd'hui de lutte pour la protection de l'environnement, de lutte contre les changements climatiques. Nous parlons donc de protection de l'environnement. Et donc le métier HSE est un métier, on le disait au début des années 2000, un métier d'avenir, parce qu'il épousait déjà les changements à venir. Et aujourd'hui, c'est un métier qui réellement impacte l'agir des entreprises au jour le jour. Est-ce valable également au niveau des administrations publiques, par exemple, parce que vous avez parlé des entreprises? Justement, Madame la journaliste, d'ailleurs la clairvoyance du président Denis Sassou Nguesso a voulu qu'au Congo, que nous ayons un ministère du contrôle d'État et de la qualité du service. Vous voyez que c'est un concept qui normalement devrait booster les performances des fonctionnaires, comme on les appelle couramment chez nous, mais qui devrait en réalité garantir à l'administration publique l'atteinte de ses objectifs fixés. Voilà. Alors, vous êtes à ce jour auteur de 3 ouvrages, tous ayant pour thème central le leadership du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Pourquoi ce choix et pourquoi cette orientation sur la personne de Denis Sassou Nguesso? Un choix, je dirais oui et non, parce que je considère que la personnalité de Denis Sassou Nguesso s'est imposée à l'apprenti écrivain que je suis. S'il faut interroger le Congo dans le présent et dans le futur, il nous faut nous tourner vers un aîné. Il nous faut nous tourner vers un repère. Il nous faut nous tourner vers celui qui a des kilomètres au compteur. Et donc, quand nous interrogeons aujourd'hui l'histoire de notre pays, parce qu'il est à la fois président, mais parce qu'il est à la fois aussi un aîné, Denis Sassou Nguesso est aujourd'hui un repère. Et donc, moi, je ne conçois pas le Congo sans Denis Sassou Nguesso. Peut-être pas en tant que dirigeant, au sens strict du terme, mais en tant qu'aîné qui doit faire profiter de son expérience aux nouvelles générations. Parce que si nous nous lançons dans la gestion de la chose publique sans repère, eh bien, nous sommes à la merci de tous les errements, nous sommes à la merci de toutes les erreurs, même les plus futiles, même les plus simples, pourraient conduire le navire Congo à couler. Et nous avons donc besoin d'un aîné, de quelqu'un qui a de l'expérience. Écrire sur lui est une manière pour moi de dire à la jeunesse congolaise que nous avons en face de nous quelqu'un qui a une grande expérience. Au-delà de sa gouvernance, au-delà de tout ce qu'on peut penser de sa façon de manager le Congo,
Il est un fait établi que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il faut savoir capitaliser sur cette expérience pour nous faire éviter les erreurs aujourd'hui, demain et après-demain dans le Congo que nous entendons construire. N'est-ce pas pour vous une sorte d'apologie de Denis Sassou Nguesso? Apologie de Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce que modestement moi je pourrais apporter à sa légende aujourd'hui qu'il n'a pas eu hier et qu'il n'a pas eu avant-hier? Moi, mon écriture, c'est simplement pour laisser entrevoir une autre partie de cet iceberg qui est Denis Sassou Nguesso. C'est un grand monsieur qui a vécu la politique de notre pays. C'est l'un des rares dirigeants d'Afrique à avoir connu le croisement entre monopartisme et démocratie. Il a subsisté aux générations, mais il est normal que nous parlons de lui. Parler de lui, pas pour qu'il devienne plus président aujourd'hui, pas pour qu'il devienne plus ancien qu'aujourd'hui, non, mais pour que son expérience serve de lumière aux jeunes que nous sommes, pour qu'à la fois, à travers ses erreurs, à travers ses réussites, que nous pouvons trouver de la substantifique moelle qui puisse nous aider à conduire le navire Afrique. Alors, on sera à ce moment-là tenté de vous poser une question. Quel sens que vous donnez au mot démocratie, puisqu'il s'agit pour vous de voir en Denis Sassou Nguesso l'incarnation de l'espoir? Quelle serait alors la combinaison à faire entre cette incarnation que vous mettez en la personne de Denis Sassou Nguesso et la démocratie? Vous savez, appréhender Denis Sassou Nguesso comme président de la République, qui a un certain nombre de mandats à respecter, si l'on en croit la Constitution, serait passer à côté de quelque chose. J'ai dit ici qu'il ne s'agit pas de Denis Sassou Nguesso en tant que président qui doit rester éternellement aux commandes du Congo. Mais il s'agit de Denis Sassou Nguesso en tant qu'ancien qui a de l'expérience dont nous pouvons capitaliser d'une manière ou d'une autre. Qu'il soit aux affaires, qu'il ne soit pas aux affaires, ça n'enlèvera rien à son expérience. Ça n'enlèvera rien au fait qu'il a vécu des choses, qu'il a connu des choses dont il peut parler pour éclairer le chemin de la jeunesse. Il s'agit de cela, mais il ne s'agit pas de le maintenir au pouvoir. Il s'en ira lorsque certainement la Constitution le dira. Mais il s'agit ici de l'homme qu'il est, de l'aîné qu'il est, qui a de l'expérience, qui doit en faire profiter aux jeunes que nous sommes, et d'un côté, nous jeunes qui devons voir en lui l'espoir. L'espoir pour éviter les erreurs que nos anciens ont eu à commettre, y compris lui-même. Lui serait à même de nous dire, écoutez jeunes gens, j'ai fait tel choix, je me suis rendu compte après 10 ans que ce n'était pas un bon choix, il aurait plutôt fallu faire ceci. Est-ce que vous ne pouvez pas faire? C'est cela l'expérience. Mais si nous continuons à nous tromper, vous voyez que nous aurons perdu 10 ans pour apprendre ce que lui pouvait nous faire apprendre en 2 jours ou en une journée. Il s'agit donc de capitaliser sur son expérience. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, mais il s'agit ici de savoir profiter de ce qu'il est. Est-ce que cela est partagé par vos lecteurs, par l'ensemble de la couche juvénile du Congo et au-delà de l'Afrique? C'est justement le rôle des chevaliers de la plume que nous sommes. C'est d'essayer de jeter le pavé dans la mare afin que par les méandres que ce dernier va causer, que chacun se saisisse d'un bout de la raison pour l'exploiter à sa guise. Nous espérons qu'au-delà, je le dis bien, des clivages politiques, au-delà de sa gouvernance et des critiques ou pas qu'on peut en faire, que chacun comprenne la richesse qu'est Denis Sassou Nguesso pour construire un avenir qui, peut-être, le dire comme ça, qu'on n'aura plus à commettre des erreurs, c'est oser, mais je pense qu'en se servant de l'expérience des aînés, dont Denis Sassou Nguesso, nous allons éviter beaucoup d'erreurs et nous allons aller plus vite vers la panacée que si on le faisait sans repère. D'aucuns essaieront de penser peut-être que vous le faites pour chercher de la considération, un plébiscite peut-être. Qu'est-ce que vous recherchez derrière la mise en lumière de ce leadership du président Denis Sassou Nguesso? La compréhension de ceux de ma génération. Je prends un exemple que j'aime souvent prendre. Le président Macky Sall, président d'un grand État comme le Sénégal, qui va voir le président Denis Sassou Nguesso et déclare face caméra « Je viens boire à la source de la sagesse auprès de mon grand frère ». Excusez-moi, mais si déjà je me considère apprenti écrivain par respect à tous les noms de l'écriture que nous avons dans notre pays, je ne pense pas être mieux que Macky Sall. Si lui ne se gêne pas à aller boire à la source de la sagesse qu'est Denis Sassou Nguesso, ne devrions-nous pas, nous autres jeunes Congolais de surcroît, capitaliser sur cette source avant qu'elle ne tarisse, Madame la journaliste? Quel serait le lien que vous ferez entre les traditions africaines, cette sagesse dont vous faites allusion, et la diplomatie moderne qui régit actuellement les nations? Dans ce monde qui bouge, nous avons besoin d'avoir des repères, mais nous avons besoin d'avoir un fondement fort. Je vous prends un exemple. Sous d'autres cieux, il est courant que quelqu'un vienne gifler un président de la République au nom de la liberté.
Mais est-ce ce que nous sommes, nous autres Africains? Nous autres Africains, nous savons que le chef est avant tout un père. Ça veut dire qu'on le respecte. Et le chef sait avant tout qu'il est un père de famille, qu'il doit veiller à la survie de son foyer ou de sa famille. Vous voyez ce que c'est que nos cultures? C'est apprendre ce respect. Avec le phénomène de hippie, lorsque les Français nous ont chanté qu'il est interdit d'interdire, de ce phénomène est venu tout ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que nous sommes? D'où l'importance de repartir dans nos traditions. D'où l'importance de repartir dans notre culture. Parce que c'est cette culture qui nous définit en réalité. C'est cette culture qui fait de nous ce que nous sommes. D'ailleurs, Omotunde Kalala, paix à son âme, disait que la culture d'un homme, c'est l'essence même de cet homme. Ça veut dire que nous ne sommes rien en dehors de notre culture. Effectivement, si l'Africain aujourd'hui vit en Afrique comme un touriste de passage, si aujourd'hui l'Africain ressemble à tout sauf à un Africain, mais bien c'est parce que nous avons perdu cette connexion avec notre terre chère mère, nous avons perdu cette connexion avec l'Afrique qui était gage de notre identité originelle. Nous ne pouvons pas aller à la conquête du monde sans être nous-mêmes. Nous avons besoin de repartir dans nos traditions, de repartir dans notre culture, sous fond d'équilibre et non en délaissant la modernité pour réellement aller à la conquête du monde comme l'ont fait nos frères les Chinois, les Indiens. Alors, votre tout dernier livre, publié aux éditions L'Harmattan en août 2023, est un essai qui s'intitule « Qu'on pointe à l'horizon la tempête du panafricanisme, Denis Sassou Nguesso pour tenir le gouvernail ». C'est très osé, un tel titre, une coloration à l'idéalisation de la personne de Denis Sassou Nguesso. Mais pour comprendre ce titre, il faut donc comprendre ce qu'était le panafricanisme à sa création et ce qu'est devenu le panafricanisme aujourd'hui. Vous savez, beaucoup m'ont fait le reproche d'avoir assimilé le panafricanisme à une tempête qui entend tout ravager sur son passage. Mais bien, malheureusement, c'est la réalité. Mais madame la journaliste, je vous sais très intelligente, je ne vous apprends rien puisque vous le savez forcément. Mais le panafricanisme, au début, était un mouvement culturel. C'est-à-dire entre le 15e et le 19e siècle, la traite négrière battant son plein, nos aïeux ont été déportés dans les Amériques. Et quand ils se retrouvent dans les Amériques, ils sont coupés de l'Afrique. Parce qu'en Afrique, ils avaient une certaine façon de vivre. Ils avaient un style de vie. Et ils se retrouvent dans les Amériques où cela n'existait pas. Ils ont donc trouvé un moyen de faire vivre l'Afrique dans les Amériques. D'ailleurs, le mot panafricanisme est composé de deux mots. C'est un groupe de mots en réalité. Africanisme dans l'anthropologie signifie survivance des cultures africaines hors de l'Afrique. Et quand on ajoute le pan, donc le PAN, signifie ensemble des survivances. Donc en un mot, on peut dire que le panafricanisme signifie ensemble des survivances des cultures d'Afrique hors de l'Afrique. C'est un concept qui a été inventé par nos aïeux, qui ont voulu faire vivre l'Afrique dans les Amériques. Ils le faisaient comment? À travers les danses de chez nous, à travers les noms, les rites funéraires, même les us et coutumes en ce qui concernait les mariages. Et in fine, cela a créé des camps, a créé sinon des groupes. Nous avons les Quilombo au Brésil, nous avons les Palanqués, nous avons le camp des Marous, mais au départ, c'est ce mouvement culturel qui le crée. Mais quand ils ont retrouvé la connexion avec notre originalité, c'est-à-dire nos cultures et nos traditions, ils se sont rappelés qu'ils n'avaient pas accepté de se faire déshumaniser par le colon. Parce que qu'est-ce que nous disent notre culture et nos traditions? Que nous sommes les Bantous, par exemple. Nous nous faisons appeler les Bantous, qui est un pluriel de Muntu. Muntu signifie quoi? Celui qui a la tête, le premier. En d'autres termes, nos aïeux savaient déjà que ce furent eux qui sédimentèrent l'imaginaire, sinon la sagesse, dans l'ADN même de l'humain. Fort de cela, ils ont commencé à résister. Pourquoi allons-nous accepter d'être, comme ce que le président Mobutu appelait sur la tribune des Nations Unies en 1973, que l'homme noir ressemblait à un cheval ou à un buffle à qui on demandait des efforts mécaniques? Pourquoi nous allons nous laisser être traités comme des buffles, comme des chevaux, alors que nous sommes les Bantous? D'où ils ont commencé à résister. Mais le meilleur exemple de cette libération sous fond de résistance, parce que nos ancêtres s'étaient reconnectés avec notre terre chère mère, avec nos traditions et la culture, arrive donc en 1791. Au cours d'une veillée funéraire, il y a eu une cérémonie vaudou. Et c'est de là qu'est partie l'insurrection, notamment avec le grand guide Toussaint Louverture, qui aboutira en 1804 à l'indépendance de l'Haïti, notamment avec Jean-Jacques Dessalines. Donc vous voyez que nous sommes partis d'une idée simple de notre culture et de nos traditions
pour aboutir à la libération des peuples. Et ce mouvement panafricanisme est né dans sa version politique à ce moment. À l'indépendance de l'Haïti, le panafricanisme a cessé d'être un mouvement culturel qui portait en lui l'essence même de la résistance pour devenir un mouvement politique. Puisqu'à ce moment-là, eh bien, nous sommes allés pour soutenir d'autres mouvements dans les Amériques et autres. Mais lorsque le colon se rend compte que finalement l'homme noir est en train d'aller vers sa libération, vers son indépendance, qu'est-ce que le colon fait? Il crée deux mouvements. D'abord, le premier mouvement, c'est le retour des esclaves africains dans les Amériques et en Angleterre, en Afrique. D'où la création de deux pays, la Sierra Leone et le Libéria. Notamment la Sierra Leone émanant de l'Angleterre et le Libéria émanant des États-Unis d'Amérique. Mais en dehors de ça, ils se disent, mais ça va aboutir à l'indépendance totale, puisque nous n'avons pas oublié la cuisante défaite que l'armée éthiopienne a infligée à l'armée italienne. L'Éthiopie de Ménélique II, qui d'ailleurs, cette guerre est considérée comme la plus grande bataille menée par une armée africaine contre une armée occidentale dans l'histoire de l'Afrique. Donc quand le colon voit tout ça, le colon crée un nouveau concept que Kodjo Tova Louenou a appelé l'esclavage à domicile, la colonisation. Notamment en 1985, avec la conférence de Berlin menée par Bismarck, les États occidentaux ont décidé de venir faire ce que Kodjo a appelé l'esclavage à domicile. C'est de là qu'est partie la culturation de l'Afrique. Puisqu'ils avaient compris que fort de notre tradition, fort de notre culture, nous étions boostés, nous étions dopés pour ne pas accepter la domination, il fallait donc nous acculturer. Voilà comment l'Africain moderne est né, nous autres Africains, qui pouvons parler français, qui pouvons parler anglais, l'espagnol, mais qui ne savons pas parler nos langues maternelles, parce que nous avons été acculturés. Et de là donc est venu tout ce que nous vivons aujourd'hui. Le reniement de soi, le fait de penser que ce qui nous vient d'ailleurs est forcément meilleur, le fait de penser que le meilleur déjeuner c'est celui qui se fait au camembert et non au tubercule, le fait de penser que le meilleur plat c'est forcément le chou de Bourgogne et non le chou de Kinkala. C'est de là qu'est parti tout ça. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui parler d'indépendance véritable de l'Afrique sans repartir vers ses fondamentaux, donc c'est-à-dire notre culture et nos traditions. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop en a parlé, le doyen Théophile Obenga qui est encore vivant, une autre bibliothèque sur laquelle nous devrions savoir capitaliser, on en parlait, ces deux personnalités. Et nous avons eu des grands panafricanistes chez nous qui ont parlé de cela. Donc vous voyez l'importance donc de nos traditions et de notre culture, c'est qu'ils nous rappellent ce que nous sommes, que nous ne sommes pas le noir qu'on traite d'idiot, de bête, que nous ne sommes pas le diable comme cela est dans d'autres traditions, dans d'autres spiritualités, mais que nous sommes ceux qui ont sédimenté la connaissance dans l'imaginaire de l'humanité. Nous n'oublions pas la grande Égypte antique, où a germé, sinon où a poussé les premiers immeubles de l'humanité avec les pyramides. Nous n'oublions pas la médecine, nous n'oublions pas que nos ancêtres égyptiens furent les premiers agriculteurs avec la culture de la pastèque au bord du Nil. Vous voyez autant de vestiges que nous avons perdus parce que nous ne savons plus nous connecter à notre originalité. Et cela a fait naître le complexe d'infériorité qui nous fait penser que nous sommes un peuple condamné à être derrière, alors qu'au contraire, nous sommes les premiers. Donc voilà, Madame Etokabeka, un peu la genèse. Donc le panafricanisme aujourd'hui se base sur quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Le panafricanisme aujourd'hui se base sur les frustrations, sur la colère, sur la haine, ce que les autres ont appelé le sentiment anti-français. Est-ce que c'est suffisant? Pourquoi je dis est-ce que c'est suffisant? Parce qu'en réalité, ces expressions pourraient se comprendre au nom d'un ras-le-bol, au nom des inégalités qui n'ont de cesse de perdurer. Il est normal que les gens se sentent frustrés et que cette frustration se matérialise. On brûle les ambassades, on veut chasser les Occidentaux. C'est une forme d'expression. Mais est-ce que cela est suffisant? Voilà pourquoi je traite ce mouvement qui se base sur ce qui n'est pas suffisant d'être en réalité une tempête. Parce qu'il y a le revers de la médaille de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Chasser les autres, dire non aux autres, est-ce que c'est ce que nous devons faire pour libérer l'Afrique? Je ne pense pas. Parce qu'il y a des fondamentaux, des prérequis que nous avons foulés aux pieds. Et ces prérequis, c'est que nous nous retrouvions dans notre originalité, dans notre singularité. Voilà pourquoi je dis qu'au moment où pointe cette tempête du panafricanisme, donc du néo-panafricanisme, au nom d'une certaine néo-révolution qui entend plébisciter le tout changement à tous les prix, peu importe le prix à payer, mais il faut qu'un aîné tienne le gouvernail pour nous faire entendre raison, pour que par son expérience, que nous cessions de commettre cette erreur, que nous nous reprenions
et construisions le panafricanisme réellement dans ce qu'il doit être, c'est-à-dire mu par notre tradition, notre culture, en faisant de nous ce que nous sommes. L'Africain, c'est celui qui aime l'autre. L'Africain, c'est celui qui sait qui doit construire l'Afrique, mais dans le respect de l'autre. De l'autre, surtout qu'on parle mondialisation. On parle de mondialisation aujourd'hui où le monde est devenu un village planétaire. Mais nous sommes obligés de cohabiter. Mais cohabiter en étant forts de nos différences, en étant nantis de notre culture. Parce que c'est à travers notre culture que se niche l'éclair de génie, je l'ai dit dans mon livre, c'est à travers nos cultures et nos traditions que se cache l'éclair de génie qui nous basculera vers la Renaissance africaine. Parce que si nous ne sommes pas connectés à cette terre, nous ne pouvons l'aimer. Et si nous ne pouvons aimer cette terre, nous ne pouvons prétendre la construire. Tout ce que nous allons faire aura un goût de quelque chose de temporaire. Tout ce que nous allons le faire, bon, parce que nous sommes ici, je veux construire une hutte. Bon, je sais que je vais mourir demain, mais la hutte. Mais quand on aime sa terre, on construit dans du matériau durable. Parce qu'on a aimé la terre, parce qu'on a pensé aux générations futures, parce qu'on a pensé à l'Afrique, à son devenir. Et donc, logiquement, nous sommes dopés par un autre agir. Avec cette nouvelle réalité qui s'impose à nous, qui est utile d'ailleurs à la mondialisation, est-ce qu'il est aujourd'hui utile de parler panafricanisme, n'est-ce pas un peu désuet, en se référant à l'historique que vous avez bien étayé, et puis à cette évolution de ce concept? Le panafricanisme est un concept, mais dans ce concept se cache une richesse. Tirer un trait sur le panafricanisme, aujourd'hui, pour moi, serait une erreur. On inventerait quoi? Puisque le panafricanisme au sens moderne signifie l'indépendance totale de l'Afrique, l'unité réelle des pays d'Afrique, c'est-à-dire des Africains entre eux. Nous parlons aujourd'hui de la ZLECAf. Mais la ZLECAf, en réalité, est une émanation du panafricanisme. Parce que si vous êtes unis entre vous, mais les frontières commerciales ne vont plus exister, les frontières douanières ne vont plus exister. Si vous vous aimez entre vous, mais forcément vous vous entraidez. Voilà pourquoi, à l'époque de nos pères, on ne réussissait pas pour soi. On réussissait pour la communauté. Parce que le panafricanisme, en fait, bâti à travers nos cultures et nos traditions, signifie cela. D'où aujourd'hui, on voit dans la société, Madame Eline Tokabeka, chez vous, vous avez un grand mur qui ressemble à une maison d'arrêt. Mais c'est parce que nous avons cessé d'être nous-mêmes. Chez nous, à l'époque de nos papas, j'ai vécu ça dans ma petite enfance, tu passais chez le voisin, tu pouvais voir chez lui, parce que le mur était à un niveau. Il paraît que les portes n'étaient même pas fermées à clé. J'ai été estomaqué de suivre le président de la République à l'interview qu'il a accordée dernièrement à la radio, je pense France 2, donner un témoignage dans ce sens, qu'à l'époque, les cases n'avaient même pas de clé. Mais le respect de l'autre était tel, le respect de ce que nous sommes était tel que personne n'osait rentrer chez l'autre pour piquer quoi que ce soit. C'est ce que nous sommes. Dans notre Afrique d'autrefois, mue par notre tradition et nos cultures, donc notre identité. Mais il était interdit d'avoir son chapeau en saluant un aîné. On levait son chapeau pour saluer un aîné. Quand un aîné franchissait une porte et qu'on était assis, on se levait pour lui laisser la place. Ces valeurs tendent à disparaître. Parce que nous sommes rentrés dans la mondialisation au détriment de ce que nous sommes. Et dans ce monde, malheureusement, Madame la journaliste, sans notre identité, eh bien nous ressemblerons, d'ailleurs c'est un fait, nous ressemblerons aujourd'hui à une feuille morte qui se laisse balloter par le vent. Alors que nous avons besoin d'avoir nos deux pieds cimentés dans nos traditions, dans notre culture, avec un regard vers la modernité, pour réellement être ce que nous devons être dans le concert des nations. Tout à fait, puisqu'il s'agit pour chacun de donner sa petite part de ce qu'il est, pour prendre aussi la petite part de l'autre et faire cet ensemble qui va peut-être construire le monde dans un style qui plaise à tout le monde. Je vous savais intelligente, mais voilà que vous versez de l'eau dans mon moulin, Madame la journaliste. C'est cela ce que nous devons être. Être nous-mêmes pour réellement partager au reste du monde. Je vous prends un autre exemple qui vous ferait rire, Madame la journaliste. Nous autres Congolais, nous sommes 5 millions aujourd'hui, un peu plus peut-être. Mais si on prend 1 million de Congolais abonnés à une certaine chaîne, comme on le voit dans toutes les maisons, avec un minimum de 5 000 le mois, vous voyez que ça fait 5 milliards tous les mois que nous donnons à cette chaîne qui, en réalité, ne développe pas nos pays. Mais imaginez que ces 5 milliards donnés tous les mois à Télé Congo. Mais je suis sûr qu'on aurait un autre Télé Congo, Madame la journaliste. Peut-être que je serais ici sur un plateau avec un aquarium en bas et je verrais peut-être des poissons en train de se balader. Donc, nous nous sommes refusés à ce que nous sommes pour servir les intérêts des autres. Ce qui n'est pas mauvais. Mais c'est mauvais parce que nous le faisons au détriment de ce que nous sommes. Peut-être nous appeler à créer aussi, non? Mais justement,
On est souvent en position de consommateur. Mais justement, on est en position de consommateur parce que nous pensons que ce qui vient de l'autre est meilleur que ce que nous pouvons créer nous-mêmes, ce que nous pouvons produire nous-mêmes. Si aujourd'hui, tous les Congolais pouvaient se dire, à partir d'aujourd'hui, tous les mois, nous allons donner 5000 fois à Télé Congo. Parce que c'est notre chaîne, parce que nous aimons et nous savons que Télé Congo va nous produire des programmes à même de valoriser notre culture. Mais j'ai dit, nous aurons notre Télé Congo. Dès l'instant où nous sommes dans une société de consommation, mais nous consommons quoi? Nous consommons quoi? Nous sommes dans une société de consommation. Même chez les autres, c'est une société de consommation. Mais nous consommons quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Vous verrez nos frères chinois, je les aime beaucoup. Le Chinois vit presque au Congo comme s'il était en Chine. Vous le verrez toujours manger avec ses 2 baguettes. À un moment donné, on se pose la question de savoir, mais celui-là, il pense qu'il en... C'est cela l'identité. Parce qu'en mangeant avec sa baguette, qu'est-ce qui se passe? La baguette qu'il a achetée peut-être 100 francs ou 200. Mais cet argent va où? Mais au producteur chinois qui a produit cette baguette. Si le Congolais aujourd'hui, nous nous disons, bon, nous dorénavant tous les matins, nous allons manger les tubercules au petit déjeuner. Mais vous voyez que nous rendons riches nos mamans qui font les plantations de tubercules dans les villages, nous les rendons riches. Donc, le panafricanisme n'est pas seulement politique, mais il prend en compte un certain nombre de faits, un certain nombre d'arguments que nous utilisons malheureusement contre nous-mêmes au jour le jour. Et si nous repartons donc vers ce panafricanisme originel pour lequel nous avons invité le président Denis Sassou Nguesso à tenir le gouvernail, pourquoi? On va me dire, quelqu'un m'a dit, ben oui, ben les discours du président sur le panafricanisme, il n'y en a pas beaucoup. Mais je vous prendrai un exemple du panafricanisme vécu. Parce qu'il y a le panafricanisme déclaré, celui qui se base sur les discours, les déclarations, et le panafricanisme vécu. Le 13 janvier, lorsque le président a floré le lynchage en Libye, parce qu'il avait pris le courage d'y aller avec les autres présidents des autres pays, parce qu'il fallait empêcher ce pays de s'embraser. Comment vous appelez cela? On lui a proposé d'être exfiltré par les cuisines. Et j'ai beaucoup aimé la réponse du président. Ce n'est pas moi qui en parle, c'est Alain Foka qui en parle. Le président Denis Sassou Nguesso aurait dit, si aujourd'hui nous allons mourir ici, parce que nous avons voulu empêcher ce pays frère de s'embraser, eh bien nous allons mourir. Les générations futures vont se rappeler de notre sacrifice. Si tel n'est pas un exemple de panafricanisme, qu'est-ce que c'est? Et ce qui lui vaut aujourd'hui la présidence du comité de haut niveau sur la résolution de cette crise libyenne. Justement, madame la journaliste, justement, d'où nous avons besoin d'un aîné qui a vécu ce panafricanisme, qui l'a matérialisé pour apprendre à nous autres jeunes qui voulons, qui sommes prêts à aller vers cette indépendance réelle, d'y aller avec le matériau qu'il faut. Et non seulement avec nos émotions, non seulement avec notre capacité à confondre précipitation et vitesse, mais en y allant dans la vitesse avec un matériau fort. Alors, vous dites en substance dans votre lettre ouverte au président, je vous cite, « Dans une Afrique qui se borne à vouloir incessamment recréer la roue du management, perdant alors un temps fou dans de sempiternelles études de faisabilité, dans une époque où les situations requièrent l'action immédiate, capitaliser votre envergure devrait pour les jeunes constituer un bel investissement pour l'avenir, au-delà de tous les préjugés. » Fin de citation. Expliquez-nous cette partie. Justement, madame la journaliste, vous voyez, malheureusement, nous autres Africains sommes dans une logique où il faut incessamment recréer la roue. Ce que j'ai appelé le tout changement à tous les prix. Nous pensons que pour construire, on est obligé de tout détruire et reconstruire. Mais on perd un temps fou. S'il faut détruire ce joyau qu'est le siège de la télévision nationale et reconstruire parce qu'au motif, non, on a remarqué que les ascenseurs ne marchent pas bien, donc on doit tout construire pour qu'il y ait maintenant des ascenseurs. Mais vous voyez qu'on va perdre 2 ans, 3 ans de notre vie alors qu'on pouvait simplement améliorer ce qui existe déjà. Vous savez, j'ai parlé du management de la qualité. Mais la qualité, en réalité, repose sur quelque chose, sur un concept simple qu'on appelle l'amélioration continue. Atteindre un objectif n'exige pas de nous de tout refaire, mais simplement d'améliorer continuellement ce qu'on a déjà fait. Ça veut dire que si aujourd'hui on a atteint 10%, eh bien, il faut améliorer cette performance. Non pas en partant de 0, mais en partant de 10 pour atteindre 20, 15, jusqu'à atteindre les 100%. Or, nous autres Africains, nous sommes dans une logique où, ah non, on doit chasser tous les vieux parce que, voilà, nous les jeunes, on veut booster les choses. Mais on va chasser tous les vieux. OK. Après, on va partir de 0. Or, ce qu'il faut faire, c'est dire à ces anciens, chers aînés, où vous vous êtes arrêtés. Ah, voilà ce que nous avons pu faire. Bon, chers aînés,
avec votre expérience, est-ce que si nous jeunes, on proposait telle ou telle autre stratégie, ça nous permettait d'aller vite ou pas? Ah oui, ça peut marcher. Voilà pourquoi je dis... Il faut que ça marche aussi, parce qu'aujourd'hui, on comprend que les jeunes réclament beaucoup cette place qu'ils ne trouvent toujours pas. Mais réclament cette place sous fond de recommencement éternel. On se dit qu'il faut recréer la roue. Il ne s'agit pas de réclamer la place. Nous parlons d'alternance générationnelle, de transition intergénérationnelle. Il faut savoir se passer le relais. Mais vous savez, dans une course de relais, quand celui qui a couru avant vous passe le relais, il ne vous demande pas de repartir au point de départ. Ou vous ne lui dites pas, ah non, 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 moi, le relais là, je veux le prendre seulement au point de départ, donc on reparle. Non, non, on continue. Il ne s'agit pas pour nous de réclamer notre place. Il s'agit d'abord de prouver aux aînés que nous sommes capables d'assumer la relève. Et je suis tenté de le dire puisque j'ai posé la question dans mon livre. Quel est le rendu de certains d'entre nous qui avons eu la chance d'être au sommet? Quand je parle de nous, des jeunes. Est-ce que ce rendu-là plaide en faveur de la jeunesse? Parce qu'il ne s'agit pas ici de dire « libérez-nous, nous, on va s'asseoir ». Non. Il s'agit de dire aux aînés « vous avez donné la chance à Mme Aline Tokabeka. Vous voyez le travail qu'elle fait. » Ça veut dire que la demoiselle ou la dame qui est à la cité, qui est aussi journaliste, peut faire comme elle. Mais si Mme Aline Tokabeka pris par une médiocrité qui ne dit pas son nom, et vous voyez que c'est difficile de convaincre le DG Mabondele et au-dessus de lui le ministre de faire une place à une autre jeune fille. Vous voyez que c'est difficile si on le prend dans ce sens. Voilà pourquoi j'ai parlé d'amélioration continue. Capitalisons sur d'autres d'ailleurs. Justement, capitalisons sur l'expérience des aînés pour qu'à travers leur expérience, que nous ayons la lumière capable d'éclairer nos pas. Nous avons les nouvelles technologies aujourd'hui. Nous avons appris à faire autrement. Mais pour faire autrement, il faut connaître comment cela a été fait avant. C'est à travers cela que nous allons nous démarquer. Quelle est selon vous la place de Denis Sassou Nguesso dans l'affirmation de cette idéologie du panafricanisme dont prôné depuis les pères fondateurs de l'Afrique et jusqu'à aujourd'hui porté par les présidents comme Denis Sassou Nguesso? Vous savez, dans l'évolution du panafricanisme, nous avons eu deux courants. Le premier courant porté par William Dubois, qui était un panafricanisme élitiste, qui prônait le lobbying et autres. Et le deuxième courant porté par Marcus Garvey, qui était un panafricanisme populaire, qui lui prônait plutôt le retour des cerveaux d'Afrique vers l'Afrique. Mais moi, je suis pour le panafricanisme élitiste, parce que je pense qu'il est le plus à même à résoudre nos problèmes aujourd'hui. Et donc, le problème qui se pose à notre panafricanisme, c'est sa survivance au-delà des leaders qui, de façon ponctuelle, peuvent l'avoir porté ou le portent à un certain moment. Je prenais l'exemple du grand panafricaniste Sékou Touré. En 1958, il avait déjà dit non à la France. Son combat est allé où après lui? Nous parlerons de Thomas Sankara. Le combat, ce n'est pas forcément de dire non à la France. Non, mais je prends un exemple. C'est un acte de panafricanisme. Et le plus grand d'ailleurs qu'il a eu à poser dans son combat. Enfin, si nous parlons de ce que nous voyons, puisque je nous ai dit tout à l'heure qu'il y a le panafricanisme qui est vécu, c'est-à-dire dans les faits, et celui qui est déclaré. Et cette déclaration reste comme un exemple de panafricanisme. Nous avons le combat de Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, des grands panafricanistes. Mais aujourd'hui, qu'est devenu leur combat? Mais c'est parce qu'il n'a pas été ancré en réalité dans un matériau capable de subsister au temps. Aujourd'hui, le panafricanisme que moi, j'imagine en tant qu'auteur, c'est celui qui va résister à Chris Risnensimba. C'est celui qui va résister à Denis Sassou Nguesso. C'est faire de manière que l'enfant qui est au CP1, quand cet enfant-là aura grandi, quand cet enfant-là aura intégré la classe décisionnaire de notre pays, mais qu'il n'agisse pas autrement que mu par le panafricanisme. Mais comment le faire? Il faut un retour, je l'ai dit, vers notre culture et nos traditions. Mais comment doit se faire aussi? Donc, quel est le matériel qui doit nous ramener vers notre culture? C'est la volonté politique. La volonté politique, c'est quoi? Mais vous savez, aujourd'hui, un président de la République peut prendre un décret pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, les langues maternelles doivent être enseignées dès le primaire. C'est ça la volonté politique. Moi, Chris Risnensimba, j'ai beau me dire panafricaniste, mais j'ai quelle possibilité pour insuffler cela? Je ne peux pas. La seule possibilité, c'est la volonté politique. Mais s'il me faut, moi, à cet âge, intégrer un parti politique, y faire mes preuves, pour atteindre un niveau qui puisse me permettre demain d'insuffler cette volonté. Mais vous voyez que nous retombons dans ce qu'on appelait recréer la roue. Pourquoi nous allons recréer la roue alors qu'il est plus facile pour nous de nous tourner vers un aîné qui a déjà cette notoriété, qui a déjà ce carnet d'adresses, qui a déjà ce charisme,
pour lui dire, cher aîné, ne pouvez-vous pas porter ce combat pour nous, pour la postérité? C'est ce que j'ai fait dans mon livre. Vous faites déjà de la politique là, non? Mais vous savez, la politique, par définition, selon Aristote, c'est l'art de gérer la cité. Vous faites de la politique sur ce plateau en manageant avec maestria cette émission, madame la journaliste. Mais politique au sens strict du terme, je ne pense pas. Je suis un apprenti écrivain qui apprend à écrire comme ses aînés. Et je pense que notre panafricanisme a besoin d'une volonté politique portée par un baobab. Et Denis Sassou Nguesso, malheureusement ou heureusement, est notre dernier baobab en Afrique. Et nous ne pouvons pas, au moment où pointe cette tempête du néo-panafricanisme, ne pas tourner nos regards vers lui. Alors, votre ouvrage est préfacé par Jean-Pierre Kibombi Echitoua, un journaliste émérite qui n'est plus à présenter. Il est promoteur des médias. Dans un avant-propos de Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des PME, qu'est-ce que l'on y retient dans l'implication de ces deux personnages? Alors, j'ai voulu avoir un regard bicéphale, c'est-à-dire le regard du journaliste. Moi, je dis que les journalistes sont les historiens du présent. J'ai voulu avoir le regard du journaliste. Voilà pourquoi j'ai humblement sollicité à cet aîné de me faire l'honneur de cette préface. Et en dehors de ça, puisque je traitais d'un sujet politique, puisque le panafricanisme a cessé d'être seulement un mouvement culturel pour devenir aussi un mouvement politique. Mais donc, il fallait avoir le regard d'un politique. Mais quelle politique? Je me suis dit, les femmes ont souvent une capacité à entrevoir les choses que nous... Les femmes, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Dans le gouvernement. Pourquoi le choix de Jacqueline Lydia Mikolo? Madame Jacqueline Lydia Mikolo, certainement, elle m'a ouvert la porte très facilement. Dès que j'ai fait ma demande, tout de suite, elle a accueilli cette demande avec hardiesse et facilement, elle m'a ouvert les portes de sa sagesse et j'ai été heureux de m'abreuver à sa source. Mais retenez, madame la journaliste, que l'idée d'avoir un journaliste et un politique pour ébaucher les premières lignes de mon essai, c'était cela. Je voulais avoir les deux regards. Le regard du journaliste qui voit les événements, interprète les événements avec beaucoup plus d'objectivité, d'équilibre, puisqu'il ne faut pas être partisan d'une voix au détriment de l'autre. J'ai voulu avoir cette neutralité dans la façon de voir cette question. Et puis, madame Jacqueline Lydia Mikolo m'a apporté son expérience à travers son vécu aux côtés du chef de l'État, puisqu'elle est membre de l'exécutif, donc appelée à accompagner l'action du chef de l'État, et puis elle m'a apporté son expérience dans ce sens. Alors, vos publications sont assez récurrentes, on dirait quasi annuellement. Jusqu'où va cette course? Vous savez, écrire pour moi est une passion, parce que si j'en crois ma formation professionnelle, je ne suis pas appelé à écrire ce genre de livre, peut-être ébaucher des essais sur le management de la qualité ou de l'hygiène, sécurité, environnement. C'est pour moi une passion. Et je pense qu'elle va encore rester fertile pour longtemps. J'entends contribuer à la réflexion nationale, peut-être pas au niveau des grands auteurs, puisque j'entends me considérer comme un apprenti, ou en tout cas au niveau d'un apprenti qui est appelé à grandir peut-être demain. Et c'est l'occasion de vous dire, madame la journaliste, que j'ai une prochaine parution l'année prochaine, février ou fin janvier, dont le titre est « Parce que demain est à nous ». Là, je parle à la jeunesse congolaise, je parle à la jeunesse africaine, et je dis parce que demain est à nous, nous devons faire la politique autrement. Et là, on va toujours retrouver Denis Sassou Nguesso. On retrouvera Denis Sassou Nguesso à travers l'une des plus grandes leçons politiques qu'il a eu la sagesse de donner à la postérité, le J'assume, qui a d'ailleurs constitué mon premier livre. Et dans cet autre essai où je parle à la jeunesse, j'essaie de montrer comment le J'assume de Denis Sassou Nguesso peut nous aider dans nos futures batailles. Alors, vous aspirez à quoi derrière cette grande démarche? Quel est l'objectif final? J'aspire simplement à ce que ceux de ma génération, que, nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas faire le Congo de demain sans les aînés, que nous avons besoin de leur expérience, mais deux, que nous comprenions qu'il nous faut aujourd'hui aller vers l'avenir avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de sérénité, en évitant l'émotion. D'ailleurs, c'est un des chapitres de mon prochain livre où je dis l'émotion est un piège. Et quand on tombe dans l'émotion, eh bien, ça nous empêche d'interpréter les événements, de questionner le monde avec objectivité. On tombe dans la subjectivité, puisque mû par nos émotions et autres. Alors, comme pointe à l'horizon la tempête du panafricanisme, Denis Sassou Nguesso pour tenir le gouvernail, votre dernière publication dont il est question aujourd'hui dans cette émission. Alors, en résumé et en peu de mots, que peut-on retenir de cette publication? Ce qu'il faut retenir de cette publication, deux choses. La première, c'est que Denis Sassou Nguesso, c'est notre dernier baobab. Et nous avons besoin de nous tourner vers lui
au moment où l'Afrique se trouve au croisement de son histoire. L'Afrique aujourd'hui est au croisement de son histoire. Il lui appartient soit d'être porté par ses espérances en bravant ses peurs pour aller vers ce que j'ai appelé la panacée, soit de trahir ses rêves pour se laisser emporter dans ses peurs et demeurer au point mort. Mais pour ça, cette Afrique a besoin de cette jeunesse. Mais cette jeunesse elle-même a besoin d'un aîné éclairé. Et en ce qui concerne le panafricanisme, j'ai parlé de Denis Sassou Nguesso, dont l'expérience doit nous aider, dont la notoriété doit nous faire trouver le chemin de la volonté politique qui puisse booster, doper ce panafricanisme. La deuxième chose, ce sont les 11 propositions que j'ai faites dans mon livre. Parce que comment le président Denis Sassou Nguesso va aider ce panafricanisme à s'implémenter réellement sur du matériau fort et durable. Mais j'ai fait 11 propositions. Par exemple, en faisant de Brazzaville la capitale africaine de la Renaissance. Et j'ai même pris un exemple. Et si aujourd'hui le président de la République mettait en place le prix Denis Sassou Nguesso pour la Renaissance africaine, c'est-à-dire un prix qui va récompenser tous les Africains de tous les pays qui auront excellé en ce qui concerne la magnificence, sinon qui auront magnifié notre originalité. Je prendrai un exemple, puisqu'il est de chez moi, de mon pays. Roga Roga, par exemple, qui nous a sorti un tube Bokoko. Il pourrait prétendre au prix Denis Sassou Nguesso pour la Renaissance, parce qu'à travers ce titre, il a magnifié notre originalité. On pourrait parler de Kingoli authentique. On pourrait parler de ceux qui font le Kiburkiri. On pourrait parler de ceux qui font le Ndara. On pourrait parler de ceux qui font le Malax. Et aussi peut-être de Télé Congo qui aujourd'hui fait en sorte que ses présentatrices au journal télévisé soient habillées en tenue authentique, congolaise et africaine. Justement, madame la journaliste. Ça veut dire qu'on pourrait mettre en place un mécanisme. Et je parle par exemple d'organiser à Brazzaville la grande conférence pour la Renaissance africaine, où nous allons, les intellectuels comme les Théophile Obenga vont nous éclairer pour nous dire quels matériaux nous devons, quels outils nous devons mettre en exergue pour repartir vers notre originalité. Et voilà, donc je fais 11 propositions dans ce livre qui pourraient être des outils dont le président de la République pourrait se saisir demain pour insuffler cette volonté politique. Cette volonté politique dont le panafricanisme a besoin pour aujourd'hui se bâtir sur du concret, pour que de ce concret, eh bien, vienne la pérennisation de notre combat pour la libération. Chris Rizne-Simba, en tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci d'avoir donné tous ces éléments, ces explications sur votre dernière publication. C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste. Voilà, très chers téléspectateurs, nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau d'Alinéa Chris Rizne-Simba. Il est auteur aujourd'hui de 3 publications que vous avez certainement l'occasion de découvrir. Nous le remercions d'être passé sur ce plateau pour nous donner en tout cas les éléments sur ce qui les motive, sur cette démarche qu'il s'approprie en tout cas à mettre en avant le leadership du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Merci pour votre attention. Merci à la supervision du directeur général de Télé Congo, André Andélé. Merci à toute l'équipe derrière les caméras. À très bientôt sur nos antennes.